De quand date une date? De l'événement lui-même ou de sa résurgence dans la mémoire? Est-ce que le 17 octobre 1961 fait date, le 17 octobre 1961, ou le fait de plus en plus au fur et à mesure qu'on s'en souvient, qu'on le redécouvre et qu'on le commémore? Qu'on le redécouvre, c'est-à-dire au fond qu'on aille le chercher derrière ce qui le couvrait. Qu'est-ce qui le couvrait? L'oubli, d'abord. Un oubli volontaire, on va le voir. Un mensonge d'éteint. Mais aussi d'autres souvenirs qui venaient, en somme, faire obstacle. Le souvenir de la sanglante répression qui eut lieu le 17 octobre 61 à l'issue d'une manifestation à Paris fut longtemps occulté par celui plus vivace ou mieux entretenu du 8 février 62. Cet événement, lui, a un nom, Charonne, qui l'identifie à un lieu, la station de métro, et à un nombre de victimes, 9, toutes identifiées, toutes françaises. Et tout cela manque au 17 octobre 61. Mais nous vivons aujourd'hui une inversion des mémoires. Ce qui était caché revient devant nos propres hantises. La première reconnaissance officielle du 17 octobre 61 eut lieu 40 ans plus tard à l'initiative du maire de Paris, Bertrand Delanoë, qui fit poser une plaque pour commémorer l'événement. Après plusieurs actes de vandalisme, cette plaque a été remplacée par une stèle, posée en 2019 au même endroit, sur le quai Saint-Michel. On peut y lire ceci. À la mémoire des nombreux Algériens tués lors de la sanglante répression de la manifestation pacifique du 17 octobre 1961. Chaque mot compte ici. Les mots qui sont dits et ceux qui manquent, ceux qui sont tus, ceux qu'on n'ose pas dire. À la mémoire des nombreux Algériens. Qui sont-ils? Combien sont morts? On n'en saura pas plus. Ce flou, cette incertitude font disparaître avec eux les corps et les noms. Mais ils rendent également impossible la dénomination, le souvenir, et partant, la justice. Partons de ces silhouettes qui dessinent le manque, qui dessinent le vide, de ces corps disparus, de ces noms portés disparus. Elle ne fait que ça en somme, l'histoire. Mettre en mots ce qui manque. Et ce qui manque, là, c'est évidemment le nom des victimes, sont les corps des victimes, c'est la compréhension de ce qui s'est passé ce jour, car de quel événement parle-t-on? Ce qui fait date le 17 octobre 61, c'est d'abord une impressionnante manifestation. À l'appel du FLN, qui mène la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, 20 à 30 000 FMA, des Français musulmans d'Algérie, comme on les appelle alors, investissent la capitale pour protester contre l'instauration du couvre-feu imposé de manière discriminatoire et sans base légale aux seuls Algériens depuis le 5 octobre. En quelques heures, 12 000 personnes sont interpellées. Cette immense rafle, organisée par le préfet de police Maurice Papon, est suivie de très brutales exactions. C'est la répression d'État la plus violente qu'a jamais provoqué une manifestation en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais même pas comment le nommer. Est-ce un massacre? Est-ce une ratonnade? Est-ce un pogrom, comme le dira immédiatement l'historien Pierre Vidal-Naquet, qui s'était engagé contre la torture en Algérie? La difficulté à nommer, la difficulté à dénombrer, dit déjà l'instabilité du souvenir. L'État annonce 3 victimes, bientôt 5. C'est un mensonge. Il y a eu beaucoup de morts. Combien? On ne le sait pas. Sans doute plusieurs dizaines le soir du 17 octobre. Et qui sont ces victimes sans nom, sans corps et sans visage? Des Algériens, dit la stèle commémorative de 2019. Des Algériens, disait déjà le porte-parole du gouvernement en 1961. Mais il ne l'était pas encore.
ces Algériens étaient français. En 1961, même si plus personne ne croit en cette fiction juridique, l'Algérie, c'est la France. Alors, comment les nommer? C'est toute la difficulté. Ce trouble dans la dénomination, algérien, travailleurs musulmans d'Algérie, nord-africain, il dit au fond l'incertitude, l'instabilité de leur statut. Or, c'est très exactement de cela dont il s'agit. C'est contre cela qu'ils vont manifester le 17 octobre 1961. Tout commence donc par un communiqué de la préfecture de police le 5 octobre. Il est conseillé de la façon la plus pressante aux travailleurs algériens de ne pas circuler la nuit dans les rues de Paris et de la banlieue de 20h30 à 5h30 du matin. C'est pour braver cette mesure d'interdiction illégale et discriminatoire que la Fédération de France du FLN décide de marquer un grand coup. La riposte doit se dérouler en 3 temps sur 3 jours. Le 17, marche dans Paris pour boycotter le couvre-feu. Le 18, grève des commerçants. Et le 19, manifestation des Algériennes et de leurs enfants qui aura finalement lieu le 20 octobre. D'abord, c'est un coup de force pour une organisation qui est considérée comme une organisation terroriste d'organiser une manifestation pacifique, de l'organiser face au monde, c'est-à-dire de rendre visible ceux qu'on ne veut pas voir. Fondamentalement, le 17 octobre, c'est cela. C'est le fait qu'un groupe social qu'on ne voyait pas, qu'on ne voulait pas voir, s'est rendu visible au cœur de Paris. Et ça, c'est vu. Et ça a choqué l'opinion. Mais qui sont-ils, ceux que De Gaulle appelle alors la masse étrangère? Au début des années 60, ils sont entre 300 et 400 000 en métropole. Ce sont des hommes, à 90%, pour l'essentiel des travailleurs journaliers ou à la tâche. Ils vivent dans une très grande précarité, relégués aux marges de l'espace urbain, habitant dans des garnis ou des bidonvilles. Traités par les autorités comme une population indigente, ils sont le plus souvent ignorés par l'ensemble de la société. Et le 17 octobre, lorsqu'ils viennent défiler dans la capitale, c'est pour se montrer, rendre manifeste leur présence au cœur de l'espace public. Ce ne sont donc ni des étrangers, ni des immigrés. Pour le comprendre, il faut revenir plus d'un siècle en arrière. Au moment de la conquête de l'Algérie par la France à partir de 1830, la question de la nationalité ne se pose pas. Les Algériens, qui vont devenir des sujets de l'Empire, en sont privés. Mais à partir de 1865, la question des appartenances nationales évolue et ils deviennent juridiquement français, sans pour autant être citoyens. Ils ne relèvent pas du droit civil, mais d'un droit dit musulman. On les appellera les Français musulmans d'Algérie. Ils sont supposés bénéficier de l'égalité des droits, notamment en matière politique, mais restent des citoyens diminués. Et c'est toute l'incongruité de leur situation juridique. Au départ, c'est ça, c'est la démarche pacifique mais puissante d'Algériens qui vont se promener sur les grands boulevards, sur les Champs-Élysées, sur le boulevard Saint-Michel, devant le cinéma du Grand Rex, pour justement occuper tous ces lieux où évidemment on leur interdit expressément depuis le 5 octobre et le couvre-feu de venir en petits groupes, mais où même en réalité ils sont depuis très longtemps indésirables. On sait que les contextes de sortie de guerre sont souvent des moments de grande violence, chaque protagoniste voulant arriver en position de force aux négociations. C'est le cas en 61. La guerre a commencé le 1er novembre 1954, à un moment où pour une grande partie du champ politique français, l'idée de l'indépendance de l'Algérie est une chimère. En 1958, l'arrivée au pouvoir de De Gaulle marque un tournant. Dès 1959, il se prononce pour l'autodétermination de l'Algérie. Désormais, ce qui est en jeu, ce sont les conditions de cette indépendance que chacun sait inéluctables. En juin 1960, s'ouvrent des négociations à Melun. Le Premier ministre Michel Debré et une partie du gouvernement sont opposés à l'indépendance et refusent de placer l'Algérie sous ce qu'ils appellent le joug du FLN. De Gaulle, au contraire, a compris que le FLN est désormais un interlocuteur inévitable, raison de plus pour l'affaiblir. Mais le FLN lui-même, il est clivé. Il y a effectivement une partie des militants de l'indépendance algérienne qui veulent surtout
utiliser la métropole comme base arrière territoriale, fiscale du combat qui doit se mener en Algérie, mais il y a une autre partie qui refuse de rester l'arme au pied et qui veut porter le fer dans la métropole coloniale. L'ouverture d'un second front se traduit par une flambée d'attentats qui ciblent les policiers parisiens. Entre septembre et début octobre, 10 agents sont tués par des militants du FLN. Le malaise de la police s'amplifie, la colère monte, certains veulent prendre les armes pour venger leurs morts. Pour un coup reçu, nous en porterons 10, tirez les premiers, vous serez couverts, je vous en donne ma parole. C'est ça, au fond, d'une certaine manière, l'injonction de Maurice Papon à la police à la veille du 17 octobre 1961. Et ce soir-là, on assiste à un changement d'échelle radical dans la violence de la répression, qui prend des formes et une intensité sans précédent. La préfecture de police ne se contente pas d'encourager et de couvrir la violence de ceux que certains au FLN ont appelés les sbires de Papon. Elle les incite à élever le niveau de la violence sur une foule désarmée. Coups de crosse, tabassage, tirs au pistolet mitrailleur. En quelques heures, 11 578 personnes sont arrêtées, soit la moitié du cortège des manifestants. Les Algériens obéissent à la consigne du FLN, ils ne résistent pas, il n'y a pas d'affrontement, aucun blessé chez les policiers. D'Aubervilliers, Nanterre, Saint-Denis, Colombes ou Courbevoie, ce 17 octobre, les Algériens sont venus pour protester contre le couvre-feu et pour afficher leur soutien à l'indépendance de l'Algérie. On a mis l'habit du dimanche. Il n'y a ni banderole, ni drapeau, ni rien du répertoire symbolique des défilés ouvriers. Non, on a juste prévu de se rassembler dans des quartiers où l'on va rarement, les grands boulevards, la Concorde, l'Étoile, le quartier latin. Pour contrer les différents rassemblements, la préfecture déploie un vaste dispositif. Près de 2000 policiers, assistés de CRS et de la force auxiliaire de police. Les premiers coups de feu éclatent, pont de Neuilly, 2 Algériens sont tués. Sur les grands boulevards, les manifestants sont pourchassés, bastonnés. Devant le cinéma Le Rex, les charges de la police sont d'une telle violence qu'un badaud est tué. À partir de 22h, les tirs de la police sont nourris place de l'Étoile. À Concorde, les manifestants se réfugient dans le métro où ils sont tabassés à coups de bidule. Sur le boulevard Saint-Michel et dans tout le quartier latin, des tirs multiples et des chasses à l'homme. Le massacre. C'est difficile à entendre, mais c'est un mode ordinaire de maintien de l'ordre en situation coloniale. Sauf que là, on est à Paris, et Paris ne se vit pas, ne se reconnaît pas comme une métropole coloniale. Elle le devient au vu et au su du monde. Et ça, évidemment, ça change tout. Ça change tout, mais pas tout de suite. Parce que, qu'est-ce qui se passe le lendemain ? De Gaulle n'est pas plus ému que cela. La population française ne se mobilise pas. Qu'est-ce qui se passe après le 17 octobre ? Le massacre continue. Dès le lendemain et dans les jours qui suivent, des corps sont repêchés dans la Seine. Des cadavres sont retrouvés en état de décomposition plus ou moins avancée. Ces corps ont été précipités dans le fleuve vivant ou déjà mort depuis le pont Saint-Michel, mais aussi dans le bassin de l'Arsenal, à Saint-Denis ou à Aubervilliers. Dans les jours qui suivent, c'est derrière les murs du centre d'identification de Vincennes, l'actuelle cartoucherie, que l'on meurt. Les manifestants y sont officiellement pour le contrôle de leur identité, mais les tabassages et les exactions continuent. Certains sont abattus, comme Amar Malek, qui avait tenté de s'évader d'un lieu réquisitionné en hâte par Papon dans l'ouest parisien. Ce lieu, c'est le Palais des Sports. Dans la nuit du 17, plus de 6000 manifestants y sont conduits par des centaines de cars de police et de bus de la RATP réquisitionnés pour l'occasion. Les Algériens vont y rester plusieurs jours. Bastonnades, brimades, humiliations, la violence continue, à l'abri des regards. Les policiers doivent se réapprovisionner en matraques, tant ils en ont brisé. 6600 au Palais des Sports,
2800 au stade de Coubertin et près de 3000 répartis dans tous les lieux réquisitionnés pour l'occasion, l'hôpital Beaujon et tous les commissariats et postes de police de Paris, soit 12 000 hommes arrêtés. Ils vont être contrôlés et fichés, car l'objet de cette rafle est simple, les autorités sont en train d'organiser une expulsion de masse vers l'Algérie. Des trains, des bateaux, des avions sont affrétés. Mais très peu quitteront la métropole. Les autorités y renoncent, les expulser est trop coûteux. Le 17 octobre et les jours qui vont suivre sont donc un moment de déchaînement de violence, d'intensification de cette guerre de subversion qui, depuis plusieurs années, cible les Algériens indésirables. Pourquoi? À cette question, on peut être tenté de répondre d'un seul nom, Maurice Papon. Maurice Papon est préfet de police depuis mars 1958. C'est lui qui, à partir de 1942, a organisé la déportation des Juifs lorsqu'il était à la préfecture de Bordeaux. Lui encore, qui entre 54 et 55 au Maroc, puis en Algérie, entre 56 et 58, s'est initié aux techniques de maintien de l'ordre colonial. La trajectoire de ce fonctionnaire de l'État français, Maurice Papon, qui est encore ministre en 1981, ministre du budget de Valéry Giscard d'Estaing en 1981, la trajectoire biographique de Maurice Papon, elle a la netteté terrible d'une parabole. Et cette parabole, elle dit une certaine histoire de l'indignité nationale. Et c'est presque irrésistible de ramener toute cette histoire à ce système Papon. Mais sans rien retirer à la responsabilité personnelle de Maurice Papon, il faut comprendre pourquoi on a fait appel à lui. Sa mission tient en deux mots, discipliner la police. Il faut la ramener dans le rang car depuis quelques mois, elle est au bord de l'insubordination, prête à verser dans un groupe politico-militaire clandestin créé en février 61, l'OAS, partisan de l'Algérie française. L'OAS multiplie les attentats depuis la fin de l'été. Pour De Gaulle, qui a échappé à une tentative d'assassinat le 8 septembre à Pont-de-Seine, l'OAS est devenu le principal ennemi. Et ce furent les Algériens qui, à Paris, en payèrent le prix. Et c'est cela qui est, au fond, vertigineux. C'est que ce qu'on va appeler la guerre d'Algérie est une guerre qui ne dit pas son nom, est une guerre qui n'a jamais été déclarée, mais qui porte la subversion au cœur de la République. Mais comment on fait en République pour faire disparaître des corps? Comment on fait en République pour empêcher des informations judiciaires? Comment on fait en République pour que lorsque une mort suspecte est sur la voie publique relevée, il n'y ait pas d'enquête? Retrouvons l'historien Emmanuel Blanchard aux archives de Paris, compulsant les registres d'informations judiciaires à la recherche de ces morts portés disparus. Alors quiconque a déjà regardé un film de gangster sait à quel point il est difficile de faire disparaître un corps. Voilà. Et bien sûr que dans le contexte de l'automne 1961, il est inimaginable que la police ait dissous dans l'acide des dizaines et des dizaines de corps, les ait jetés dans la mer très loin, ça peut être une hypothèse. Voilà. Et donc l'immense majorité de ces corps ont donc ressurgi d'une manière ou d'une autre, sachant qu'il y a aussi des personnes qui ont été découvertes dans une ruelle, dans un terrain vague, dans une forêt. Mais ces corps-là, normalement, dans le cadre français, ils doivent entraîner une enquête pour mort suspecte, qui soit va être menée par la police juste en lien avec un procureur, ce qui peut entraîner une procédure de mort sans suite, soit l'enquête, il est considéré qu'elle doit être approfondie, si elle n'a pas abouti, et donc il faut saisir un juge d'instruction. Donc nous avons aussi un registre intitulé « Informations concernant les Nord-Africains ». Ce registre contient toutes les informations judiciaires qui ont été ouvertes dans le cadre de la guerre d'indépendance algérienne, dans le ressort du parquet de Paris. Ce registre, il nous dit beaucoup, même si c'est sous la marque de trace, c'est sous la marque de matérialité, sur ce qui s'est passé
à l'automne 1961. Ça saute aux yeux d'une certaine façon. Nous avons beaucoup de cases blanches et nous avons quasiment exclusivement des tampons morts. Des tampons morts qui sont attachés à des personnes qui, pour plus de la moitié d'entre elles, n'ont pas de nom. À partir du moment où on ne sait pas qui a été tué, il est très difficile de déterminer pourquoi la personne a été tuée et comment elle a été tuée. Ça étouffe aussi en partie les revendications et les procédures en cours, parce que les personnes qui lancent des procédures, elles ne relancent pas des procédures pour recherche d'un inconnu. Et quand les corps sont inconnus, l'autorisation d'inhumer, c'est une autorisation qui passe par ce qu'on appelle la voie administrative. C'est-à-dire que ces morts ne vont être rendus à personne, ils vont être inhumés comme indigents. Une partie de ces disparus du 17 octobre fut enterrée dans la division 97 de l'immense cimetière de Thiais, loin de l'entrée. Ceux qui voulaient se rendre visibles au cœur de l'espace public parisien se trouvent une fois de plus relégués. Le vide qui les entoure est la dernière trace de leur disparition. L'oubli, c'est peut-être le mot-clé de cette histoire. L'oubli. Mais l'oubli ne se décrète pas, mais le déni n'est pas seulement l'ombre projetée du mensonge d'État sur la mémoire, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus social. L'oubli du 17 octobre 1961, c'est celui de la société française tout entière. On veut tourner la page. On veut danser et écouter Ray Charles. Son concert doit avoir lieu le 20 octobre au Palais des Sports. Mais on se demande s'il va bien pouvoir avoir lieu. La salle affiche complet, mais il faut évacuer en urgence les 6000 Algériens qui y sont détenus depuis la rafle du 17 et les transférer au parc des expositions tout proche. Tout sera fait en temps et en heure pour laisser place à la musique et à la jeunesse des 60s. Et pendant ce temps-là, dans le monde, on parle du 17 octobre 61. C'est un événement de portée mondiale. Il fait la une du New York Times les 18, 19 et 20 octobre. Si le FLN fut défait sur le plan militaire, il a gagné la guerre en l'internationalisant, et cette stratégie va servir de modèle à de nombreux mouvements de libération nationale. Depuis le fiasco du débarquement américain dans la baie des Cochons, Cuba est devenu le 1er mai 61 une république démocratique socialiste. Le 17 octobre s'ouvrait à Moscou le 22e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique qui allait consacrer la rupture avec la Chine. Un mois avant, Tito, Nasser et Nehru se retrouvent à la conférence des non-alignés de Belgrade. Partout ou presque, la reprise de la guerre froide entre en collusion avec les mouvements de libération nationale. C'est le développement de l'espoir de ce qu'on appelle alors le tiers-monde. En France, on veut très vite tourner la page algérienne, mais certaines dates vont créer les conditions du retour de l'événement dans la mémoire nationale. En 83, la grande marche pour l'égalité et contre le racisme, dite la marche des beurs. Puis en 1984 paraît Meurtre pour mémoire de Didier Deninx. En 91, le livre de l'historien Jean-Luc Hénody, La bataille de Paris, est le premier à avoir un écho au-delà des cercles militants. En 97, s'ouvre le procès Papon, et c'est alors Vichy qui ravive la mémoire de la guerre d'Algérie. C'est au milieu des années 80 que paraît, dans le journal L'Humanité, le cliché d'un graffiti qui se déploie comme une banderole sur une dizaine de mètres, comme une scène muette et dépeuplée. Ce sont des mots, il n'y a pas de corps, il n'y a qu'une dénonciation. Ici, on noie les Algériens. Il a été réalisé quelques semaines après le 17 octobre, près des Beaux-Arts, par des militants situationnistes qui voulaient dénoncer les événements, mais également la société de consommation et l'aveuglement qu'elle induit. Ici, on rase gratis, devient ici, on noie les Algériens. Pris en photo à la sauvette par un ébéniste journaliste bénévole des jeunesses communistes, ce graffiti est devenu l'icône politique de l'événement. Au point qu'il revient aujourd'hui, mais transformé. Récemment et furtivement, sur les quais Saint-Michel, on a pu en lire une version qui, dans ses transformations, trahit aussi les avatars de la mémoire. Ici, la France a noyé les Algériens et les Algériennes.
On est au passé, mais c'est un passé réactualisé par l'écriture inclusive. Et ce n'est plus on, c'est une autre généralisation vague, la France. Cette culpabilisation collective de 2019 dit beaucoup. Elle dit surtout la volonté aujourd'hui d'y voir désormais non pas seulement un mensonge d'État, mais une histoire française. Est-ce que, parce que cette histoire est si présente, si douloureuse, si active dans notre mémoire nationale au point d'en faire l'entaille, elle dérogerait aux règles de la méthode de l'histoire tout court? Mais pas du tout. L'oubli laisse des traces. Et ces traces, c'est aux historiennes et aux historiens de les relever. Et cette histoire, elle est au fond très contemporaine, terriblement contemporaine, encore contemporaine de nos propres hantises, mais c'est d'abord de l'histoire, rien que de l'histoire.